Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Être rentière. Il y a quelques années, je suis tombée sur le reportage télévisé d'une femme qui expliquait comment, en partant de rien, elle était devenue rentière. À l'époque, j'étais assez sceptique. Encore un marchand de rêve qui était loin de la réalité du quotidien. Et puis, j'ai mûri, j'ai élargi mon cercle perso et pro, et là, grosse claque. Oui, c'était possible de devenir rentière sans avoir un patrimoine important à la base. Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable qui nous prouve que peu importe d'où on vient, peu importe les difficultés semées sur son parcours, on peut vraiment réussir si on l'a décidé. J'ai le plaisir de recevoir Célie Dorido, rentière immobilière qui a son actif au moment où nous enregistrons cet épisode, pas moins de 25 appartements. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Célie. Bonjour Tia. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Ça me fait vraiment plaisir, surtout qu'on va parler d'un truc qui, depuis quelques temps, me titille, me passionne même. Merci, vraiment du fond du cœur. On va commencer l'interview par une question toute simple, mais que je suis obligée de te poser. T'es plutôt thé ou café? Thé, infusion okay. Même. D'accord, ok. Donc ça va être une pause infusion aujourd'hui. Alors, tu es née au Togo, à Lomé précisément. Quel genre de petite fille étais-tu et comment s'est passée ton enfance là-bas? Ah, moi, j'étais une petite fille très turbulente. C'est vrai? Et puis, oui, je me rappelle très bien, on me surnommait la casse-tout parce que je cassais tout. J'étais hyper turbulente. Est-ce que dans ta famille, tu étais entourée d'investisseurs à l'époque? On va dire que moi, j'ai toujours vu mon papa investir dans le foncier, en fait. Et okay. Je l'ai toujours vu acheter des terrains. Et ce qui est fou, c'est qu'il faisait tout ça sans vraiment nous expliquer à nous, ses enfants, le pourquoi du comment. On le voyait juste faire. On ne savait pas pourquoi, mais on le voyait juste faire. Et c'est quand je devais venir en France pour mes études supérieures que j'ai compris à quel point c'était important tout ce qu'il avait pu faire à côté de son travail salarié. Voilà. Parce qu'en fait, pour toi, à l'époque, c'était juste naturel, quoi. Papa travaille, oui. Papa des activités. C'est normal. Voilà, quoi. Oui, on l'a toujours vu travailler dans faire ses business en plus d'être salarié. Bon, bah, voilà, hein. Sans plus, quoi. Est-ce que tu penses qu'en quelque part, le fait de l'avoir vu faire, toi, ça a peut-être mis une petite graine dans ta tête en te disant, je peux le faire. Absolument. Tu vois, des fois, comme on a des exemples, on se dit, si, je peux le faire. J'ai vu mon père faire, donc si, je peux. En fait, moi, c'était même pas sur le volet immobilier, clairement. Comme je disais, je l'ai toujours vu faire autre chose, faire d'autres business à côté de son travail. Et je me rappelle que même arrivé en France, je savais moi déjà que même si j'avais un travail, il fallait que je fasse autre chose à côté. Parce que pour moi, c'était ça qui était normal, tu vois, parce que j'ai grandi dans ça, en fait. Donc, il fallait que je fasse d'autres activités. Il fallait que j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que c'est ce que j'ai vu mon père faire. Alors justement, on parle de ton arrivée en France. J'ai vu que petite, tu avais envie de faire plein de choses professionnellement parlant, mais finalement, tu atterris, tu deviens ingénieur. Pourquoi finalement ce choix à la fin? Tu vas être étonnée. C'est parce que mon papa m'avait dit que c'est ce qu'il fallait faire. Tu sais, moi, je suis l'aînée de ma famille et c'est vrai que j'ai une relation presque fusionnelle un peu avec mon papa parce que je suis sa première fille. Et je l'écoute beaucoup. Donc moi, quand je lui ai dit, quand j'étais plus petite, j'ai dit ouais, je veux être hôtesse de l'air.
il n'était pas très chaud. Après, j'ai dit, je veux être actrice. Je me rappelais même que je faisais des cours de théâtre. Pendant les vacances, on avait des spectacles. Mais à un moment donné, il a vu que j'étais trop à fond dedans. Il m'a dit, et toi, là, j'ai l'impression que tu t'y mets trop à fond. C'est juste pour l'été, hein. Tu vois, il commençait à me faire ce genre de remarques. Quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais faire du commerce international. À l'époque, je voulais aller au Ghana et tout. Il m'a dit, non, ma fille, c'est trop ciblé. Fais un peu quelque chose de plus généraliste. Tu vois, quand t'es ingénieur, t'as l'esprit ouvert, machin, bidule et tout ça. Vas-y, fais ça. J'ai dit, bon, ok. Et j'ai voulu insister. À la fin, il m'a dit, de toute façon, j'ai pas l'argent pour t'envoyer au Ghana. C'est réglé. L'affaire est pliée, tu vas être ingénieur, point barre. C'est ça, et donc du coup, ça a commencé comme ça. Et justement, comment se passent ces années entrepreneuriales en tant qu'ingénieur? Tu le vis comment? Moi, en tant qu'ingénieur, enfin, tu veux dire quand j'ai commencé à entreprendre à côté? Ouais. Ah bah, c'était... Non, avant l'immobilier, vraiment ces années, avant que tu entreprennes dans l'immobilier, ces années où tu commences en tant qu'ingénieur, tu le vis comment? Est-ce que tu te dis, ben cool, c'est finalement ce que j'ai envie de faire, c'est un truc que j'aime, ou pas, peut-être pas? Alors, c'est vraiment les premières années. Les premières années, c'était super parce que moi, j'aime apprendre. Bon, moi, j'ai fait du génie électrique. Au final, j'ai travaillé dans le nucléaire. Donc, j'avais pas mal de choses à apprendre. Pour le coup, c'était super intéressant. Et puis, quand tu n'es plus étudiant, que tu découvres que tu peux gagner un peu plus que des centaines d'euros par mois, les premières années, t'es aux anges, quoi. Donc, moi, mes années dans le salariat, j'en ai une très bonne expérience et d'ailleurs, je crois que j'ai acquis des compétences qui m'aident encore jusqu'aujourd'hui grâce à ça, quoi. Donc, ouais, de très, très bons souvenirs. Mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que je reste convaincue que peu importe le chemin qu'on prend, tout ce qu'on fait nous amène au moment où on est et à ce que l'on fait. Ouais. Tu vois, et des fois on se dit mais non, mais c'était tellement loin de ce que je fais aujourd'hui, mais peut-être que c'était loin dans l'absolu, mais peut-être que ce que tu as appris là te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Absolument. Oui, moi je suis absolument d'accord avec toi. Parce que moi, quand j'étais salariée, il y a beaucoup de choses que je faisais qui aujourd'hui m'aident dans l'entrepreneuriat, hein, clairement. Et pourtant, quand je dis nucléaire et puis immobilier, bon, on a l'impression qu'il y a un monde entre les deux. Mais il y a des similitudes sur certaines actions. Alors, tu as un déclic pendant que justement tu es salarié, tu as un déclic qui te pousse à te tourner vers l'investissement. Alors moi je l'ai lu en préparant l'interview, forcément j'ai fait des recherches, je l'ai lu, mais j'ai trouvé ce moment tellement fort, tellement violent. En tout cas, moi, je sais que ça aurait été violent pour moi dans ce que je vois du travail tu sais, surtout quand tu te donnes, quoi. Donc, j'aimerais que ce soit toi qui nous raconte, ce déclic où tu te dis, non, allez, stop. Maintenant, je vais me tourner vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Ah là là, ce qui s'est passé. On était en 2018. Je revenais de congé maternité de mon deuxième garçon. J'ai 2 enfants, moi. Et avant de partir, je me rappelle très bien, avant de partir en congé maternité, on fait toujours un point de départ avec le manager. Donc, j'avais fait avec mon manager et on avait fait le bilan de tout ce que j'avais fait jusque-là et tout. Il était très content. Il était question que quand je revenais, on allait arriver vers la fin d'année de 2018 et que j'allais avoir une promotion, donc une augmentation de salaire. Voilà. Okay. Et ça, c'était très bien. La discussion était super. Moi, je pars et puis après, je reviens. Je reviens en octobre 2018 et là, on refait le point sur tout ce qu'on avait dit et patatrac, avec tout mon enthousiasme, il me dit non, finalement, je ne peux pas t'augmenter parce que j'ai pas eu assez d'enveloppe, tu vois, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'avec le recul, on peut dire que c'est rien, mais à l'époque, on parlait de 100 € par mois d'augmentation. C'est ça, en fait, c'est ça. Et pour moi, c'était énorme.
Mais en fait, le truc, mais tu sais, moi où je te comprends, en fait, c'est énorme et en même temps, ça l'est pas. Et c'est pour ça qu'on se dit, putain, il t'a pas augmenté de 100 €, quoi. C'est 100 €. Et en fait, moi, ce que je trouve énorme, c'est vraiment sa réaction à lui de se dire, non, je vais pas l'augmenter de 100 €, alors que son travail est bon, qu'on a fait le point et que je suis satisfait d'elle, ben, je vais pas faire l'effort de lui donner ces 100 € là. Tu vois, on parle pas d'une augmentation de 1 000 € où là, tu te dis, bon, effectivement, peut-être que la situation entre temps a changé. Là, c'est 100 €. Et donc, je comprends totalement. On parle de 100 €. Bon, après, il faut remettre dans le contexte de l'entreprise dans laquelle j'étais. En fait, on est assimilé fonctionnaire et donc il y a des niveaux de rémunération. Enfin, c'est une façon d'augmenter le salaire qui est un peu particulier. Du coup, mais s'il avait l'envie et s'il voulait respecter son accord, il aurait pu. Il aurait vraiment pu le faire. Mais bon, j'imagine que c'était pas son cas en tout cas. Mais finalement, je pense que c'est un mal pour un bien. Moi, je le remercie d'ailleurs. J'ai toujours dit que j'écrirais un jour un livre et je lui ferai une dédicace parce que ça a été un tournant dans ma vie pour le coup. Enfin bref, pour finir l'histoire, du coup, je finis cet entretien. J'étais vraiment dégoûtée pour le coup parce que, tu sais, à l'époque, je me rappelle très bien, je faisais des programmes sur de l'argent que j'avais pas encore. Donc moi, je savais déjà comment j'allais le dépenser, blabla. Donc quand on me coupe l'herbe sur le pied, je me dis, ok, mais là, comment je vais faire là? Je me dis, c'est quand même triste que mon sort financier soit toujours dans les mains d'une seule personne, alors que tu te rappelles tout à l'heure, je te disais que quand je suis arrivée en France, quand j'étais étudiante, je me suis toujours dit que j'allais pas faire qu'une seule chose. Parce que j'ai vu mon père faire plein de choses à la fois, quoi. Donc, je me suis remis dans ce contexte. Je me suis dit, purée, mais t'as pas respecté ce que t'as dit. Regarde, voilà le résultat. Aujourd'hui, pour 100 €, t'es là, tu sais plus quoi faire. Donc, va maintenant trouver une autre source de revenus. Va maintenant trouver ces 100 € autrement, en fait. Et c'est là que j'ai commencé par regarder. Alors, j'ai trouvé plein de choses, hein. mais l'immobilier, finalement, correspondait plus. Pourquoi l'immobilier, justement? Pourquoi l'immobilier, pas autre chose? Alors, l'immobilier, parce que c'est vraiment le seul investissement qui me demandait moins de temps et en même temps que je pouvais vraiment transmettre. Parce que j'ai vu le e-commerce, j'ai vu plein de choses, hein. Mais l'immobilier, tu vois, tu as les loyers comme tu peux avoir un salaire tous les mois. En fait, ça correspond un peu, en fait. Et c'est un peu passif, c'est pas 100% passif, mais c'est un peu passif. En fait, ton temps n'est pas corrélé à ce que tu vas gagner tous les mois grâce à tes loyers, quoi. Et en même temps, c'est un patrimoine conséquent. Et enfin, tu vois, il y a le fait que c'est la banque qui te finance. Il y avait plein d'éléments comme ça où je savais que j'avais pas besoin de mettre beaucoup de fonds de départ. Et à l'époque, en plus, je pouvais même tout faire financer par la banque. Je me suis dit, bah ouais, carrément. Mais carrément, tu vas me donner de l'argent pour m'enrichir, mais carrément, je fais ça. Donc, je me suis lancée sur l'immobilier. Est-ce que tu as arrêté du tac au tac à partir du moment où on t'a dit tu n'as pas cette augmentation, ou est-ce que ça a été progressif? Est-ce que tu t'es dit d'abord je mets une stratégie en place et ensuite je pars, ou est-ce que au début c'était juste de l'argent qui va rentrer de manière comme ça de temps en temps, ou est-ce que c'était clair dans ta tête, ça va devenir professionnel et je vais partir? Comment t'as vu les choses? Au départ, c'était complément de revenus, c'était vraiment remplacer cet affront. Fallait que je fasse autrement, quoi. Donc, j'étais partie là-dedans, mais pour autant, j'ai choisi un style d'investissement qui me permettait de gagner un peu plus que ce que les gens gagnent de façon classique. J'ai choisi d'acheter les immeubles de rapport parce que c'était très intéressant. Mais non! Tout a basculé quand je suis vraiment rentrée dans l'action et que j'ai vu que ça fonctionne et qu'on pouvait vraiment faire des choses intéressantes, en fait. Moi, à la base, j'étais même pas partie pour faire... J'étais juste partie pour investir pour moi. Et au final, comme on dit que l'appétit vient en mangeant, quand j'ai commencé, j'ai vu que c'était très intéressant et que clairement, j'avais une porte ouverte carrément pour entreprendre même dedans. Mais c'est quoi le déclic où tu t'es dit ah non mais ça va pas juste être un passe-temps, ça va devenir ma vie? C'est quoi ce truc qui a fait switcher ton mindset? C'est le fait que j'appréciais en fait la chose. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte que j'appréciais de faire des visites, j'appréciais de faire mes calculs de renta, j'appréciais de démarcher des artisans. En fait, c'est juste une
petite passion là qui a commencé à arriver quand j'étais dans l'action. Et c'est là où je me suis dit, bah écoute, si quelque chose qui me plaît énormément, qui devient carrément une passion, peut finalement être un métier, bah allons-y. Mais Hein. tu sais, je me dis que tout le monde rêve de ça en fait aujourd'hui. Tout le monde rêve de se dire, ben j'aime tellement ce que je fais et je peux en vivre, donc pourquoi pas. Et c'est tout ce que je souhaite à ceux qui nous écoutent, vraiment d'arriver à un jour comme toi se dire, mais j'aime trop ce que je fais. Même les choses qui pour certains sont chiantes, moi je trouve ça trop cool et je vais en vivre. Alors je fais juste une petite parenthèse. Vous entendez certainement des pompiers qui passent depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il y a une déviation et la caserne de pompiers qui normalement passe de l'autre côté passe devant chez moi. Donc vraiment désolée pour le bruit, mais pour le coup je peux pas faire autrement. Donc voilà, il y aura un petit peu de bruit. Je m'en excuse. On revient à toi. Donc, tu te lances dans l'immobilier, tu te dis que c'est ce que tu veux faire. Dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu achètes ton premier appartement? Est-ce que tu étais accompagnée? Est-ce qu'entre-temps, tu as fait une formation? Ou est-ce que pas du tout, tu as vraiment été en mode « Allez, let's go, on y va » Non, moi je suis pas. Tu sais, les gens trouvent souvent que je suis très audacieuse, mais attention, moi mon audace est toujours calculée. Okay. De l'audace intelligente. Audace maîtrisée, tout ça. Donc moi, quand je me suis renseignée, j'ai vu que c'était intéressant et tout, la première chose que j'ai faite, c'est de me former. Hein. C'est de me former. Deuxième chose, j'ai participé à des séminaires. Troisième chose, j'ai intégré des groupes d'investisseurs. Moi, c'est les trois choses, voilà. Avant même de commencer à faire des offres d'achat, j'avais commencé par la directe. Mais pourquoi justement? Pourquoi tu t'es dit, je veux faire tout ça avant d'acheter mon premier bien? Est-ce que c'était pour ne pas perdre d'argent? Est-ce que c'est ton appétence justement à apprendre, comme tu nous disais tout à l'heure? Ou est-ce que c'est juste que c'est ta façon de faire, tu veux faire les choses bien, ne pas perdre de temps et que pour toi, c'est beaucoup plus simple de passer par l'apprentissage, des réseaux déjà construits, tout ça? En fait, moi, la réponse est très simple. C'était pour maîtriser ou atténuer ma peur. Pour atténuer ma peur, il fallait que je sache là où je vais, en fait. C'est pas parce que je sais que c'est rentable, mais je sais pas tout. Donc, avant même de commencer quoi que ce soit, il fallait que j'aille savoir exactement quand on parle d'immobilier rentable, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un bien lorsque je visite, comment est-ce que je peux négocier. Moi, je suis une femme, et je suis noire, pour le dire, des fois... On va en parler tout à l'heure, on va en parler. Des fois, c'est pas simple, et je peux te garantir que, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, il y a des visites quand tu fais, et les agents immobiliers, ils te prennent pas au sérieux, jusqu'à ce que tu commences à parler comme une pro. Et là, il se dit, il y a même une vidéo, je te promets, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'étais en train de parler au gars et à un moment donné, il dit on voit que vous connaissez votre milieu, je sais plus ce qu'elle a dit. Sujet. Votre sujet, je te promets, c'est sur ma chaîne. J'étais en train de parler avec lui, il me sort ça quoi. Je dis non mais attends, je t'ai dit au téléphone que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Donc c'est pour te dire quoi. Même aujourd'hui, j'ai encore ces trucs. Donc, c'était important pour moi pour faire face aux gens, pour ne pas avoir de syndrome de l'imposteur, pour être dans une bonne posture et en même temps savoir exactement ce que je fais. Il fallait que je sois formée, je sois outillée avant d'y aller. Ouais, je comprends. Comment tu as réussi à développer justement ce mindset dans un domaine qui à la base n'était pas le tien pour atteindre le succès que tu connais aujourd'hui? Quel a été ton cheminement pour arriver à ça? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour moi, les choses se sont tellement faites naturellement que... Alors, je peux dire que mon état d'esprit était le suivant. En fait, moi, quand j'ai commencé, entre le moment où j'ai commencé à travailler et le moment où j'ai commencé vraiment à investir dans l'immobilier, il s'est écoulé à peu près 5 ans. Je crois, 4 ans, un truc comme ça. Donc... Moi, déjà, j'étais dans un état d'esprit en mode meuf, qu'est-ce que t'as fait, en fait? T'étais en train de dormir, et puis les gens faisaient de l'argent. Tu as le même, t'as le profil pour toi aussi faire, sauf que toi, t'étais en train de vivre tranquille, quoi. Donc, en fait, j'étais en mode, comme j'étais en retard, il me fallait aller vite. Et pour que je sois rapide dans ce que je fais, il faut que j'ai les connaissances, il faut que je m'entoure, En fait, tout a commencé par là. Le fait que j'ai été trop passive, j'ai rien foutu alors que j'aurais pu. C'est comme si j'avais raté des choses, en fait. J'avais l'impression d'avoir raté des opportunités. J'aurais pu faire beaucoup. Dès que j'ai commencé à travailler, j'aurais pu, mais sauf qu'à l'époque, je savais pas. Donc, maintenant que j'ai l'information, vas-y, en fait.
vas-y, va trouver les infos plus en détail et puis tu agis. Tu agis et tu ne t'arrêtes plus parce que tu as trop dormi, en fait. Tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, et c'est marrant. C'est marrant parce que je suis totalement dans cet état d'esprit où pour le coup, alors moi en plus en étant hôtesse de l'air, donc le Covid n'a pas aidé, mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis t'as dormi meuf, t'as dormi. et c'est frustrant. En fait c'est vraiment frustrant parce que quand tu regardes ton parcours, tu te dis mais tu aurais pu tellement de fois. Et puis alors c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on n'y va pas, la peur, le manque de connaissances, le manque d'argent, il y a plein d'éléments, mais c'est vrai qu'on se dit bah si t'avais tout ça tu aurais pu déjà être à un autre stade. Alors c'est vrai que moi comme je dis je te rejoins totalement parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis, mais par contre pour les personnes qui nous écoutent, il est jamais trop tard. Et en fait je pense que se faire cette rétrospection, c'est juste se dire ok, j'ai dormi pendant ces années, j'ai laissé passer le premier train, le deuxième, par contre je vais prendre le troisième. Voilà. Parce qu'il est jamais trop tard. Tant que le cœur bat, tant qu'on peut, allons-y. Il y a des gens qui achètent leur premier appartement à 60 ans. C'est très rare. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc faut pas se dire ouais, j'ai 40 ans, c'est trop tard. Non, il est jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard. En fait, il est jamais trop tard, mais à partir du moment où tu as l'information, là tu y vas, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu as l'information, tu y vas. Et quand je dis tu y vas, c'est pas en gros tu commences à acheter, non. Peut-être que quand tu as l'information, tu n'as pas encore les moyens, tu n'as pas encore le profil pour. Mais du coup, à ce moment-là, si c'est qu'il faut que tu commences par épargner, fais-le. Peu importe, quoi, tu vois, en fonction de là où tu en es au moment où tu as l'information, tu fais en sorte d'arranger ton profil pour pouvoir passer à l'action, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard. Vraiment. Pour toi, quelles sont les forces mentales et émotionnelles essentielles pour réussir dans l'investissement immobilier? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un travail de pouvoir, tu sais, entre l'offreur, l'acheteur, la banque, les personnes qui font les artisans, tout ça. Pour toi, il faut quelle qualité pour vraiment se dire, OK, l'investissement, je vais en vivre, mais voilà, pour toi, il faudrait quelle qualité pour ça? Je sais pas si c'est une qualité. Si pour moi ça l'est, il faut de la patience active. Quand je dis patience active, ça veut dire que, ok, j'ai compris que je peux gagner ma vie avec l'immobilier, mais d'abord, il faut que je planifie les choses et que je comprenne que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et que même si j'ai... Pourtant, ça a été vite pour toi. Toi, t'as fait vite quand même. Et je vais t'expliquer. J'aime bien le conseil alors qu'elle a fait vite. Je vais t'expliquer pourquoi c'est allé vite. C'est sur le type de bien que j'ai acheté. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est allé vite par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que en plus de moi-même investir dans l'immobilier, j'ai commencé à entreprendre dans l'immobilier, c'est-à-dire j'ai commencé à former, à accompagner des gens. Donc, tu vois, ça fait deux choses. Ça fait, en gros, je suis immopreneur et en même temps, je suis entrepreneur dans l'immo, quoi. Tu vois, vraiment, je fais du business. Donc oui, forcément, ça allait plus vite. Voilà. Ça va plus vite. Mais clairement, pour moi, parce que des fois, les gens, quand tu leur dis, il faut 6 mois pour acheter, pour eux, c'est beaucoup. Mais c'est rien du tout, 6 mois. Des fois, tu peux faire un an pour trouver le bien qui est vraiment intéressant, mais il faut avoir cette patience-là. Et il faut pas avoir peur d'échouer aussi. Je sais pas si c'est une qualité, mais je te parle vraiment comme ça me vient de tout ce que j'ai dû faire, voilà, quoi, supporter. Il faut pas avoir peur d'échouer. Quand je dis d'échouer, c'est en gros, tu fais une offre d'achat qui n'a pas été acceptée. Tu vas avoir une banque, elle te dit non, elle te finance pas. Oui, peut-être que c'est au bout de la 10e banque que tu auras ton oui, en fait. Mais il faut être prêt à ça. Faut comprendre que les gens vont pas t'ouvrir les portes parce que toi, tu crois que ton projet, il est trop bien et puis tout le monde va se plier. Non, en fait. Des fois, il faut faire les choses, il faut persévérer, il faut se relever jusqu'à ce que ça porte ses fruits, en fait. Tu vois. Justement, tu parles d'échecs. Moi, je trouve qu'on apprend les plus grandes leçons des échecs, justement. Toi, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as appris par rapport aux échecs liés à l'immobilier? On va dire que la première leçon que j'ai apprise quand même, ça a été de ne pas croire sur parole, en fait. Peu importe le professionnel. Là, pour le coup, c'était par rapport aux artisans, mais c'est général.
Et c'est pour ça que je dis souvent, ayez un minimum de connaissances pour avoir l'esprit critique. L'esprit critique est important, je pense que c'est dans n'importe quel domaine, hein, mais l'immobilier encore plus. Ne pas croire les gens sur parole. Ça, c'est très important parce que sinon, tu vas devoir sortir plus d'argent que prévu. Pour le coup, ça a été mon cas. Sur mon premier immeuble de rapport, l'artisan, il m'a dit des choses finalement que, en fait, comme ça n'a pas été écrit, et ben, il les a pas respectées. Et pour qu'il les respecte, il fallait que je le paye plus. Moi, je savais pas ça. Mais tu vois, c'est pas une erreur qui me dérange. Limite, tu vois, là, je l'ai gardé à fond et je le dis beaucoup. Je ne le ferai plus. Donc, moi, c'est pas un problème. Tu vois, des fois, je raconte ça et puis les gens ont peur. Ah, machin. Ouais, non, mais le jour en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle, mais grave. Ça, c'est rien, ça. En tant que femme, quels sont les défis spécifiques justement liés à ton genre que tu as rencontrés dans l'investissement immobilier? Le manque de considération. C'est-à-dire les gens te sous-estiment. Oui. Les gens te sous-estiment jusqu'à ce qu'ils comprennent peut-être dans ton langage ou dans tes preuves que ah oui, en fait, tu connais ou ah oui, tu possèdes. Et là, le regard change. Mais oui, je l'ai rencontré beaucoup. Et surtout à mes débuts où tu vas sur des visites, comme je disais, où les gens, ils ont l'impression que tu es en train de te balader. En fait, non, en fait, je suis une vraie investisseur. Ou sinon, quand j'ai acheté mon premier immeuble pareil pour louer, par exemple, je me rappelle, il y a des parents qui sont venus et ils m'ont dit « Ah, c'est vous l'agent qui gérez le bien ?» J'ai dit « Non, en fait, c'est mon immeuble. » Donc bon, on va recontextualiser. Recontextualiser. C'est à moi. C'est à moi. En fait, c'est moi la propriétaire. Donc en fait, t'as toujours ces trucs-là où les gens te sous-estiment, mais après, hein, c'est pas un problème. Quand tu sais ce que tu vaux, franchement, c'est pas un problème. Mais il faut être conscient que c'est comme ça en fait. Même les artisans, des fois, ils vont vouloir te flouer un peu, ils vont vouloir te vendre des trucs alors que c'est pas du tout ça. Il faut le savoir. Quand t'es femme, il se peut que tu rencontres ce genre de défi-là. Ça, c'est clair. Alors, pour le coup, toi, t'es une femme et en plus, t'es une femme noire. Est-ce que tu crois que c'est encore plus dur quand on est une femme noire? Franchement, à moins de tomber sur des cas racistes, que je n'ai eu qu'une fois, mais c'était un locataire. Mais la bonne chose, c'est que quand je suis devenue propriétaire, il s'est barré un mois après. Bah oui. Oh, bon, ça va, ça. Bah, ça traîne très vite. Il s'est barré parce que je pense qu'il supportait pas le fait que je sois femme et noire et qui va être maintenant propriétaire du bien. Il est resté un mois, après il est parti et on m'a raconté, j'ai dit mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ouais. Mais c'était quoi que je voulais dire déjà? C'est pas grave, je te pose une autre question, comme ça va revenir. Justement, tu vois, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors là, je vais parler que de francophonie parce que, pour le coup, on parle français toutes les deux et que quand je regarde aux États-Unis, je trouve que la dynamique est différente. Je trouve que des femmes racisées qui justement sont dans l'investissement, qui en parlent, qui n'ont pas peur de se mettre en avant, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est culturel parce que on nous a pas élevés comme ça, tu vois. Je trouve, en tout cas, moi, je sais qu'aux Antilles, c'est pas quelque chose de naturel de parler des femmes qui ont réussi dans l'immobilier, des femmes qui ont réussi en tant que chef d'entreprise, tu vois. C'est que maintenant que ça commence petit à petit. Toi, comment tu l'as vécu justement sans avoir de représentation francophone? Comment tu t'es dit, mais si je peux y arriver. Il y a personne qui me ressemble, ou en tout cas très peu, mais je peux y arriver. Je ne me suis même pas posé la question. C'est vrai. C'est fou, hein. C'est-à-dire, moi, comme je t'ai dit, hein, mon état d'esprit, c'était, toi là, tu dormais trop, maintenant tu te réveilles et puis tu y vas, en fait. Et à ce moment-là, peu importe la personne qui avait la bonne information, moi, je m'en fous. Je m'étais même pas, en fait, pour te dire, avant d'être confrontée, c'est-à-dire pendant mes visites, au fait qu'on me renvoie le fait que je sois femme et noire, moi, dans ma tête, en fait, j'y pensais même pas, en fait, jusqu'à ce que les gens me renvoient ce truc-là, tu vois. Mais j'étais tellement déterminée que c'était même pas une question que je m'étais posée. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, parce que j'ai envie de montrer aux femmes que tout est possible, en fait. Tout est possible. Et des fois,
nous-mêmes, nous créons des plafonds de verre en se disant non mais c'est pas pour moi. Mais si tu veux vraiment, c'est pour toi. Mais à quel point tu veux? Parce que toi, tu nous le dis, t'as bossé, tu maîtrisais ton sujet. Donc jusqu'à quel point tu veux y aller? C'est ça la vraie question. Ce sera pas facile. On va pas te mâcher le travail, mais tu peux y arriver. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir tout style de femmes de divers pays, de divers natures, que ce soit aussi des femmes hétérosexuelles, homosexuelles, peu importe d'où on vient, pour montrer peu importe la femme que t'es, si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Et je trouve que la diversité, c'est hyper importante de la montrer et de montrer tout ce qui est possible de faire, parce que ça ouvre le champ des possibles à la petite fille, tu sais, ou à l'adolescente qui arrive pas encore à se retrouver et qui, elle, va se dire « Ah ben tiens, il y a peut-être une fille comme, je crois que c'est Morgane Guigon qui s'appelle, qui est aussi dans l'immobilier, qui a sorti un livre. » Il y a elle qui a réussi, mais il y a aussi Célie, tu vois. Et donc, c'est possible. Tout est possible. Peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, tout est possible. Et je me dis qu'il faut toute cette représentation. Absolument. Moi, je suis d'accord. Et je pense que, tu vois, cette question que tu m'as posée, la réponse que je t'ai faite, c'est complètement lié à ma personnalité. Tu vois? Moi, en fait, je suis quelqu'un de très concentré quand je veux quelque chose. Des fois, quand tu parles aux gens, ils se disent, mais toi, mais comment tu vas faire? Mais c'est pas le problème. Même mon mari, des fois, il me dit, mais comment tu comptes faire? Je dis, laisse. Je vais trouver, en fait. C'est comme ça, ma personnalité. Peut-être que c'est une chance que j'ai d'être comme ça. Donc, du coup, quand je m'intéresse à un domaine, je ne m'intéresse pas à qui est comme moi et qui l'a fait avant moi. Je m'intéresse à comment je vais faire pour rentrer dedans, en fait. Peu importe qui va me donner l'information, c'est pas un problème. Tant que je l'ai et tant que j'y arrive, c'est tout bon. Mais non, je sais qu'il y a justement des personnes qui ont besoin de cette identification et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs commencé à moi-même parler du sujet, quoi. Et je peux t'assurer que, genre, aujourd'hui, 75% des personnes que j'accompagne, ce sont des femmes noires. Et elles font des espoirs. Bah, tu vois. Oui. Contente. Mais c'est ça. Parce que je pense que justement, en toi, elles ont trouvé quelqu'un qui comprenait peut-être des schémas de pensée que tout le monde peut pas comprendre, tu vois. Quand tu viens, par exemple, du Nil, quand tu viens d'Afrique, des choses comme ça, il y a des choses qu'on vit que tout le monde peut pas comprendre. Et ce qui est totalement normal. Donc, des fois, je me dis que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit ou qui comprend ce qu'on a vécu que quelqu'un qui est totalement à l'opposé. Ça veut pas dire que la personne à l'opposé comprendra pas, mais ce sera peut-être plus difficile. Ça sera pas pareil. Ça, c'est clair. Et je pense que... Alors, oui, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, continue. J'allais dire, je pense que le fait aussi que je sois comme elle et que j'y arrive, ça suffit pour leur dire que c'est possible. Au lieu qu'on leur dise juste que c'est possible, comme moi j'y arrive, ça leur parle, quoi. C'est comme un enfant. Nos enfants, ils sont beaucoup dans le mimétisme. Et donc, quand ils nous voient agir, ils feront pareil, quoi. Mais c'est ça. La meilleure preuve, c'est la preuve par l'exemple. Pour moi, c'est la meilleure. Tu auras beau me dire, mais si ça fonctionne, ça fonctionne. Si tu l'as pas fait, voilà. C'est exactement. Mais tu sais, à l'inverse aussi, les gens qui te disent non, ça fonctionne pas, tout ça, et tu leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Donc pourquoi tu me dis que ça fonctionne pas? Je t'ai rien fait. Mais moi, quand je pose une question à quelqu'un et qu'elle me dit que c'est pas possible, je lui demande, mais tu as fait? Et quand elle me dit non, je dis, ok. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai la réponse. T'as pas essayé, tu viens de me dire. Bon, de quoi parles-tu si t'as même pas essayé? C'est clair. On a parlé des choses négatives. Là, j'ai envie de parler des choses positives. Est-ce que tu as identifié des choses positives qui se sont passées justement dans ton parcours immobilier parce que t'étais une femme? Franchement. C'est la question trop difficile. Là, tu vois la réponse, je la cherche, là. Non, tu sais, je te pose cette question parce que il y a certains domaines où j'ai entendu, vous les femmes, vous avez ces qualités-là qui des fois par rapport à des hommes, va vous avantager sur, par exemple, des trucs, des esprits d'analyse, des choses comme ça. Donc je me dis, est-ce que toi, dans l'immobilier, il y a des choses justement avec, alors bien sûr, c'est
c'est quand on parle de qualité liée aux femmes, ça veut tout et rien dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus spécifiques aux femmes qu'aux hommes. Donc est-ce que toi, il y a des choses justement en tant que femme qui t'ont facilité certaines choses dans ce milieu-là? Peut-être deux choses. Je dirais la première chose, la négociation. Je sais pas si c'est lié aux femmes, mais moi, d'où je viens, on a l'habitude de tout négocier. Donc pour moi, c'était pas un problème de casser des prix parce que depuis toujours, c'est ce que j'ai toujours fait au marché. Donc, négocier, ça a été une facilité, ça l'est toujours. J'ai vraiment pas de problème, j'ai pas de peur, on négocie quoi. C'est une discussion, ça va passer ou pas, mais on va trouver un chemin, enfin, un terrain d'entente. Donc ça, c'est la première chose. Je sais pas si c'est lié aux femmes ou bien peut-être à mes origines. Et la deuxième chose, c'est plus peut-être dans comment on appelle ça, dans la planification. Je trouve que les femmes, on est plus rigoureuses. Je sais pas. On doit planifier beaucoup de choses dans la vie. Tu vois, donc je me dis que ça peut aider. Donc je pense que ça aide. Ouais. On a l'habitude, on fait plein de choses à la fois, on sait planifier des choses. Donc ça, franchement, dans l'immobilier, ça aide beaucoup parce que ça a besoin de planification et ça a besoin d'être sur, tu vois, à penser à plusieurs choses à la fois. Donc en tant que femme, je pense que ce sont des points qui aident, ouais. En tout cas, qui m'ont aidée. Moi, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Comment toi, tu as construit ton réseau professionnel dans l'immobilier et quel rôle il a joué justement dans ton succès? Alors, comment, c'est surtout du test. C'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'on va commencer et puis on va trouver les bonnes personnes tout de suite, hein. C'est pas vrai. On va tester aussi et puis des fois ça marche pas, comme l'expérience de l'artisan là. Et des fois ça fonctionne. Donc le comment, ça a été du test et aussi ça a été beaucoup, comme je vous ai dit, moi j'ai fait des séminaires et dans les séminaires on rencontre aussi des professionnels, artisans, notaires, experts comptables et tout ça. D'ailleurs mon expert comptable c'est quelqu'un que j'ai connu par un réseau pour le coup. L'avocate aussi pour le coup, la notaire aussi. Donc finalement c'est vrai que ce sont des personnes que j'ai rencontrées parce que je me bougeais les fesses en fait, hein. C'est pas je suis chez moi et puis les choses viennent à moi. Je fais des séminaires, je fais des rencontres et aujourd'hui moi-même j'anime des séminaires, donc ça fait que j'ai eu l'opportunité quand même de pouvoir rencontrer à un moment donné les bonnes personnes. Est-ce que tu penses que il faut aussi faire ses preuves pour que les gens aient envie de bosser avec toi? Ou est-ce que des fois, juste oser demander, ça suffit? Oser demander, ça suffit. Je t'assure. C'est vrai? Oui. Ok. On n'a pas... En fait, les gens savent très bien quand tu leur dis « je suis en train de vouloir même acheter un bien immobilier », ils font leur calcul. Si c'est un notaire, à un moment donné, tu vas passer par le notaire. Donc, elle sait que si c'est pas tout de suite, dans 3 mois ou 6 mois, ça va venir. Un expert comptable, c'est pareil, tu vois. Donc, ce sont des personnes, quand ils sentent le sérieux dans ton projet, je dis même pas que tu as déjà concrétisé des choses, hein. Quand les gens sentent du sérieux dans ton projet, ils sont à même d'être avec toi, quoi. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que on aurait pu croire qu'au contraire, il faudrait déjà avoir fait ses preuves, quitte à acheter un bien, tout ça, machin. Et en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est non, si votre projet est cohérent, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, les gens vont vous suivre, en fait. Et c'est motivant parce qu'on se dit, ah ben tiens, je peux me lancer, j'ai pas encore de bien, là, j'ai besoin d'un notaire, tout ça, machin. Ben, je ficelle bien mon dossier et je vais frapper aux portes et je vais présenter mon dossier. Exactement. Donc c'est génial. Totalement, totalement en fait. Souvent les gens pensent que pour avoir du réseau, c'est le syndrome de l'imposteur, je t'assure. Qui fait ça, on a l'impression que comme on n'a rien à mettre tout de suite sur la table. Non, mais même si tu vas mettre sur la table dans 3 mois, c'est ça aussi le commerce. C'est pas pour rien que quand tu vas au magasin, la dame elle te sourit même si tu sors sans rien. Elle sait que si c'est pas tout de suite, dans 1 semaine, tu reviendras peut-être. Donc c'est un peu ça aussi. C'est vraiment ça, se dire que c'est pas parce qu'on n'a rien là tout de suite qu'on peut pas commencer à avoir des contacts d'experts comptables, de notaires et tout ça en fait. Si on est sérieux, si on sait que le projet, on veut le mener à son terme, ne pas hésiter, franchement, à faire les événements. Et c'est comme ça, surtout qu'on va les rencontrer ou à aller, je sais pas, s'il y a un expert comptable dans ta ville, tu vas leur dire, voilà, moi j'ai un projet, machin. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je sache? Comment est-ce que vous gérez les biens ici, dans votre cabinet? Voilà, quoi, s'intéresser aux gens et il y aura un retour.
Ça, c'est sûr. Justement, tu parles du syndrome de l'imposteur. Je pense que quand on se lance dans l'investissement, il y a énormément de peurs alors il y a la peur, Oui. le syndrome de l'imposteur, mais il y en a d'autres parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas. On peut perdre beaucoup Oui. d'argent. Comment toi, tu gères, le risque et les incertitudes liées justement aux Oui. investissements? Et est-ce que avec le temps, tes peurs ont Mm. changé? Alors, déjà, comment je les gère? C'est déjà dans le choix des investissements que je fais. Et tu vois, je sais de façon normale qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, tu vois, il y a toujours un risque potentiel qui me C'est suit. vrai. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Ça Ça fait fait partie du jeu. en fait. Mais là où je mets mon Ouais. focus, c'est le type de bien que je prends. Par exemple, tu sais, dans l'immobilier, moi-même, j'ai eu peur de ça, de ne pas avoir mes loyers payés, par exemple. Donc déjà, de facto, en fait, je trouve une parade à ce risque en me disant que, OK, moi, je vais m'adresser à tel type de profil. OK, je vais mettre telle garantie de loyer impayé en face pour me couvrir déjà, tu vois. Donc c'est comme ça. Ouais, comme ça te rassure, ça calme un C'est peu comme la ça que moi peur. j'atténue ma peur. Mais il n'y a pas de peur zéro en fait. C'est-à-dire Ok. même aujourd'hui, si je trouve un immeuble, puisque à chaque fois ça va en grossissant le type de bien que je prends, j'ai toujours peur. Quand je vais signer là, j'ai toujours peur. Mais c'est juste C'est une vrai. peur qui est atténuée par les parades que je mets en place, par ma façon de structurer le projet, tu vois. Si on attend de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur pour faire les choses, je peux te garantir qu'on ne fait jamais rien. On fait Tu rien. On vois, fait on rien. peut pas, enfin voilà, il y a pas une solution qui va t'éliminer toutes tes peurs. Non, il y a des solutions qui vont atténuer ta peur, atténuer les risques pour que tu puisses agir. Mais on peut pas attendre de ne plus avoir peur. Ça, il y a pas de Ouais, solution. c'est clair. Comment tu évalues les opportunités, tu vois, les offres qui s'offrent à toi? Comment tu les évalues? Et qu'est-ce qui va te guider dans ta décision d'achat? Alors, je les évalue par rapport à ce qu'ils vont me rapporter. C'est aussi simple que ça. Moi, mes Ok. biens, je les évalue à ce qu'ils vont me rapporter. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai un parc immobilier qui me sert à avoir de la rentabilité, donc du cash flow, quoi, des revenus complémentaires. Et dans l'immobilier, on peut faire il y en a qui choisissent d'avoir un parc qui leur permet d'avoir une plus-value latente conséquente. Par exemple, les gens qui investissent dans des gros centres-villes très réputés, ils sont dans du patrimonial, quoi. Voilà. Mais moi, je suis plutôt dans le revenu immédiat aujourd'hui, même s'il y a une plus-value latente, elle n'est pas aussi énorme que les gens qui investissent dans du patrimonial, tu vois. Donc, je l'ai choisi comme ça. Et la deuxième question, c'était... Et qu'est-ce qui va te guider dans ta décision d'achat? Une fois que tu as trouvé ton bien, qui te dit, OK, Ouais. là c'est bon, là j'y vais. Ce qui me guide, c'est vraiment est-ce que je vais trouver preneur? Est-ce que, en fait, mon étude de marché me permet d'être sûr que je vais pouvoir louer le bien et au bon prix pour être rentable? Moi, c'est que du Ok. calcul, hein. Ouais. C'est vraiment que du calcul. Moi, je suis pas dans les coups de cœur ou ça a jamais été ça pour le coup en fait. C'est vraiment est-ce que le bien qui m'intéresse, ok, est-ce que je vais avoir des locataires en face si je l'achète vide? Est-ce que les loyers qui vont m'être payés vont me permettre d'être rentable? C'est vraiment ça en fait. Ouais, toi, t'es vraiment dans le factuel et pas dans l'émotion. Est-ce que tu penses qu'on Ouais, peut c'est ça. être investisseur et être dans l'émotion, aller plutôt au coup de cœur, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, si on est que basé sur l'émotion, c'est difficile d'être entrepreneur? L'émotion là, vraiment, hein? J'adore! Ah, l'émotion, non, c'est pas bon. L'émotion, c'est Si compliqué. vous attendez le coup de cœur, allez, on arrête. Ça va être compliqué. Vraiment, ça va être Ok. compliqué. Restons plutôt sur, Ouais. tu vois, du cartésien là. Ouais. Tu vois, les calculs sont bons, est-ce que les études sont bons, est-ce que, voilà quoi, se rassurer qu'on va avoir une certaine rentabilité, se rassurer qu'on achète au bon prix ou voilà, à un prix même inférieur au prix du secteur. Voilà, moi c'est plutôt, ce sont les facteurs que je regarde. C'est pas, wow, Ouais. immeuble du 19e, regardez-moi la façade. Ah, je Ouais, tombe. non. C'est, est-ce que ça, je vais le louer ou pas? C'est ça.
Ou ça va me rester sur le dos et je dois payer mes mensualités. C'est beau, mais c'est beau, mais je peux pas le louer. C'est embêtant. C'est quand même embêtant, quoi. C'est quand même un gros problème. S'il y a un débutant, une débutante qui nous écoute aujourd'hui et qui sait pas par quoi commencer, qui aimerait se lancer, mais qui sait pas quoi faire, tu lui conseillerais quoi? Les étapes simples à suivre. Alors, très simplement, la première chose que moi je lui demanderais, c'est si elle sait pourquoi elle veut investir dans l'immobilier. Il y a des personnes qui veulent investir parce qu'ils ont vu Célie investir. C'est pas une raison suffisante. Hein. Moi, si j'ai pu garder le cap, c'est parce que j'avais des objectifs et j'avais pourquoi je voulais atteindre ces objectifs. C'était fort. Fallait que j'y aille, en fait. Fallait que je le fasse. Je ne pouvais que faire ça. Okay. Donc, la première chose, c'est pourquoi tu veux faire les choses. Et ce pourquoi-là va te permettre de définir un plan. Parce que le pourquoi vient avec des objectifs, du coup. Si tu as un pourquoi, derrière, tu as des objectifs. Ces objectifs, tu les transformes en plans. Les plans sont des actions successives, tu vois. Et donc là, tu vas avoir quelque chose de très clair. Tu sais où tu vas. Une fois que tu as ça, chose très simple, tu commences à te former. Tu vas voir ta banque pour savoir quelle est ta capacité. Faut pas commencer à aller comme ça dans tous les sens. Il y a des personnes qui veulent acheter des immeubles de rapport alors qu'ils n'ont pas le profil pour l'instant. Il faut déjà acheter ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Le plus important dans l'immobilier, c'est de commencer, en fait. Peu importe d'où on commence. Okay. Même si c'est un studio que tu peux acheter pour l'instant, achète-le et exploite-le de façon à avoir une rentabilité si tel est ton objectif, tu vois. Donc, savoir pourquoi on fait les choses, mettre un plan d'action en place et aller voir sa banque pour savoir ce qu'on peut se permettre et aller déjà sur ce qu'on peut se permettre avant d'aller sur ce qu'on veut. C'est vraiment cette succession d'actions, quoi. Enfin, en tout cas. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso? Oh, ça se discute. Ça se discute, ça dépend des moments. C'est vrai. Ah oui, Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, des fois, en fonction des périodes, il y a des moments où il y a pas mal d'activités à faire. Par exemple, les moments où je dois suivre des chantiers parce que j'ai des travaux, que je dois meubler, que je dois faire entrer des locataires parce que c'est moi-même qui gère les biens. J'ai fait le choix pour l'instant de ne pas déléguer en agence immobilière. Donc, il y a des moments comme ça, surtout en début, une fois que les travaux sont finis, il faut chercher. Si tu as 4 appartements, il faut chercher les locataires. Donc, là, tu as des moments comme ça qui font que je suis plutôt prise côté boulot. Et donc, il y a un déséquilibre. Et après, il y a des moments où c'est plutôt la vie perso qui l'emporte un peu parce que je l'ai décidé ainsi, en fait. Tu vois. Donc, c'est toujours... Pour moi, je suis dans la recherche continue de l'équilibre. Il n'y en a pas, hein, comme je te dis, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Mais c'est OK, quoi. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu es à ton compte, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus salarié, est-ce que ça t'est arrivé à un moment de te dire, mince, c'est compliqué, c'est peut-être pas le bon choix que j'ai fait? Non. Jamais. Non, jamais, tu vois. C'est fou, hein. Enfin, c'est fou, je sais pas, mais jamais je me... En fait, moi, je suis même dans l'optique de purée, quoi. J'aurais dû faire ça plus tôt, hein. C'est le conseil que tu aurais donné à la Célie petite, moi plus petite, je veux dire la jeune femme, c'est le conseil que tu lui aurais donné. Oui. Vas-y plus tôt. Oui, vas-y plus tôt. Même le fait de partager sur les réseaux et tout ça. Des fois, je suis toute seule comme ça, je me dis purée, tout ce temps où j'étais en école d'Inge là. Hein, si j'avais commencé à mettre ma caméra là, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Ça, c'est juste des trucs comme ça. Hein. Je te le dis vraiment, des fois, j'ai des réflexions de wow, si tu avais commencé ça plus tôt, t'imagines où tu aurais pu être? C'est ça pour moi l'immobilier. Si j'avais commencé plus tôt, je sais que mon patrimoine il serait encore mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Mais comme on a dit, hein, on commence quand on sait les choses. Avant, je savais pas, donc c'était pas possible de faire quelque chose dont j'avais pas connaissance, tu vois. C'est ça. Mais non, aucun remords. Parce que je me sens à ma place. Et surtout, moi, comme je fais de l'accompagnement aujourd'hui, quand je vois les autres réussir, j'ai une sensation que je n'ai jamais eue en tant que salarié. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, quand tu as un témoignage de quelqu'un qui a réussi à acheter un bien grâce à toi, à ton accompagnement, parce que beaucoup par rapport à lui aussi, hein, parce que s'il n'agit pas, il n'a rien, ça
il y a une sensation de satisfaction que je peux pas décrire, en fait. Et qui, pour Je moi, comprends. vaut, c'est bon, quoi. Et, Non, mais c'est énorme. C'est énorme de contribuer parce que c'est quelque part un bien-être de se dire que ouais, c'est ben, ça. la jeune femme que tu accompagnes, elle a son premier bien, donc ça lui enlève des tracas, ça lui enlève C'est des ça. soucis qu'elle aurait eu certainement si elle était toute seule. C'est ça. Donc, je me dis, c'est quand même, c'est pas rien C'est ce que ça, tu fais. c'est ça, c'est pas rien et de voir la transformation parce qu'on peut se dire oui, la personne elle achète un bien immobilier. Non, en fait elle est dans un process. Les gens quand ils arrivent au bout, tu vois que leur état d'esprit a changé, tu vois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans leur parcours et tu te dis purée quoi. Ah, je suis fière d'avoir contribué à ça, tu vois. La personne elle te dit maintenant je suis C'est plus sûre de énorme. moi. Quel est le rapport entre être sûr de soi et faire l'immobilier? On peut se dire aucun, mais faire ce processus jusqu'au bout, aller devant des agents immobiliers. Il y a des choses que tu fais et au final tu dis purée quoi, c'est moi qui ai fait ça. Donc de quoi d'autre je suis capable? C'est ça en fait, la transformation C'est qui, énorme, c'est ça. bien Et sûr. tu te dis ok quoi, j'ai contribué à ça, mais c'est magnifique. Moi je peux pas, c'est mieux 1000 fois que ce que je faisais quand j'étais en salarié. Donc aucun Génial, c'est regret. génial. C'est quoi tes prochains objectifs, si tu peux en parler? Ah là 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 là, mes prochains objectifs, hein. J'en ai trois. La première, c'est de continuer à investir pour moi, pour mes enfants, parce que moi, fondamentalement, je pense que il est important que mes enfants ne partent pas du même pied que moi quand ils rentreront dans la vie active. C'est de facto, tu sais, moi, mes enfants, s'ils me disent je vais aller à Harvard ou je sais pas, Cambridge, je sais pas quoi, faut que j'ai les moyens. Faut que je leur dise pas va faire un crédit, quoi. C'est pas possible. Donc, je suis dessus. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir continuer à accompagner des gens, à proposer d'autres services pour le coup. Et là, je suis en train de faire une folie, pareil, quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis en train, tu verras sur les réseaux, mais c'est énorme, par rapport toujours au business, à l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, c'est quand même continuer à travailler sur cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Moi, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que non, je suis trop organisée, c'est vraiment parfait. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je continue à travailler dessus et j'espère arriver à... C'est un projet, quoi. Arriver à un truc. Ça fait partie des projets C'est importants. ça. Génial. On arrive à quasiment 1 heure et je pense que je pourrais parler avec toi pendant des heures et Pareil. j'adore ce genre, tu vois, de conversation où, alors, on se rencontre pour la Ouais, première fois, ouais. tu vois, on s'est parlé que via les Que réseaux les sociaux, oiseaux. mais des fois, il y a des connexions qui sont tellement évidentes et tu te dis, ah, mais je peux rester là encore 2 heures à parler avec elle tellement C'est c'est fluide. fluide, tu vois. C'est clair et j'adore ça. Mais bon, on sait quand même qu'on a des choses à faire. Alors, je vais te poser la dernière question. Il paraît que c'est la plus difficile. Ah, Tu me diras ce que tu en penses. d'accord. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message qui pour toi est important à faire passer, quel serait-il? Ah, le message, pour moi, franchement, c'est d'assumer ses ambitions. Il y a beaucoup de personnes qui ambitionnent de faire ci ou ça, mais au final, qui se trouvent des excuses. Oui, mais ça, oui, mais tu vois, je suis dans telle situation. Oui, mais non, en fait. Et t'as une ambition donnée, assume-la jusqu'au bout, quoi. Fais les choses. Je veux dire, qu'est-ce que tu rates, en fait, c'est même, ouais, c'est ça, tu rates beaucoup même en ne le faisant pas, tu vois. Qu'est-ce que tu risques? Faut, C'est clair. assume tes ambitions. Elles ne sont pas dingues, elles ne sont pas folles, elles ne sont pas, je sais pas quoi. Ce sont tes ambitions. Elles sont là dans ta tête pour quelque chose, en fait. Donc, assume-les et fais les actions pour leur donner vie. Parce que franchement, on n'a qu'une seule vie, hein. Faut la vivre à fond. C'est clair, ça me parle tellement. Mais en tout cas, merci Célie pour ce moment, merci pour tes Avec conseils, plaisir, c'était trop bien. merci. Si on veut te retrouver, si on veut travailler avec toi, être accompagné par toi, ça se passe comment? Alors, une seule chose, tu vas sur ma page Instagram, dans la bio, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Pareil sur YouTube où je suis présente ou sur LinkedIn, peu importe le réseau, je suis dessus, sauf TikTok et Snap parce que bon, là c'est compliqué, hein. Je suis de la vieille. Mais je mettrai, de toute façon, je mettrai ces 3 liens-là dans la barre d'informations, comme ça vous les aurez et vous pourrez Voilà, cliquer dessus. vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous et on échange sur votre projet.
Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci Tia. c'est moi. Et merci à vous qui êtes là de plus en plus nombreux. Ça me fait trop plaisir. Merci pour vos retours aussi. Je le dis pas assez, mais je lis tous vos messages. Alors je vous réponds, hein, mais en tout cas, je vois tout ce que vous m'envoyez comme amour et vraiment merci du fond du cœur. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine. Gros bisous.